Bonjour, tout d'abord je vais me présenter, donc je suis directrice de recherche au CNRS, je pilote aujourd'hui un contrat qui arrive à sa fin sur les questions, les trames vertes urbaines. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous travaillant sur le lien au végétal savent ce que c'est les trames vertes, je le rappellerai donc uniquement brièvement. Alors c'est un peu une transition par rapport aux deux exposés précédents, une transition peut-être un peu brutale, et donc je voudrais faire d'abord le lien avec les questions de santé qui ont été, les questions de santé qui ont été évoquées. Alors, les trames vertes, c'est un dispositif d'aménagement qui a été mis en place par la loi Grenelle de 2010. Donc, il s'agit de modifier le paysage, et le paysage végétal notamment des territoires français. Alors, il faut savoir que les trames vertes, c'est bien évidemment pas juste un dispositif français, mais un dispositif non seulement européen, mais qu'on retrouve dans de nombreux pays. Donc, on ne peut pas dire que c'est juste européen. Alors, on peut parler de soins en ce qui concerne les trames vertes de deux manières, et je tiens à insister en préliminaire sur ces deux manières dont on peut parler de santé. La première chose, il s'agit de soigner finalement le vivant dans toutes ses formes dans nos territoires. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre soin de la biodiversité, et en vérité, les trames vertes comme dispositif et comme outil d'aménagement, c'est son objectif premier, c'est-à-dire de restaurer les conditions d'une biodiversité fonctionnelle à l'échelle du territoire. Donc, d'une certaine manière, c'est prendre soin, mais c'est prendre soin de notre cadre de vie au nom de sa dimension vivante. Je crois que ça, c'est la première chose. En retour, et en particulier parce que je travaille sur les trames vertes en ville, c'est prendre soin de notre bien-être, en particulier dans la ville, puisqu'il faut savoir, et ça sera évoqué, sachant que j'ai très peu de temps par rapport aux exposés précédents, c'est toujours le lot de ceux qui interviennent en dernier, donc je préfère marteler les points les plus importants de mes travaux avant même la fin. Donc, sachant que les trames vertes en ville, quand on fait des enquêtes auprès des citadins, ce qui ressort comme étant le plus important, c'est bien entendu les aspects de bien-être, plus que les aspects de biodiversité, alors que peut-être dans d'autres espaces, ça pourrait être des aspects plus écologiques. Donc ça, c'est voilà pour le lien aux soins qui a été évoqué précédemment. Alors, je vais passer brièvement sur voilà, ce qui explique le fait qu'un tel dispositif ait été mis en place. Alors, l'exposé est en anglais parce qu'on travaille de plus en plus en anglais et je ne traduis plus en français puisque je passe directement en anglais, à vrai dire. Donc, les raisons pour les trames vertes, c'est essentiellement cette question de l'érosion de la biodiversité à l'échelle internationale, hein, ça c'est quelque chose qui a été particulièrement mis en avant depuis, il y a même une stratégie nationale de la biodiversité qui a été lancée en 2004, ça c'est un premier point. Le deuxième point de la mise en place de ces trames vertes, c'est la question du mitage paysager ou du mitage urbain, c'est-à-dire une périurbanisation de plus en plus importante et qui limite ou empêche les efforts de conservation de la nature, notamment dans les périphéries urbaines. En particulier sur le territoire européen, puisque c'est un territoire fortement mité et fortement urbanisé. Alors, donc, on se situe là en France. Vous allez voir, ce contrat de recherche concerne uniquement la France, où, que ce soit pour les acteurs publics, les acteurs politiques ou les chercheurs, tout d'un coup, la biodiversité, et en particulier la biodiversité en ville, est apparue comme un défi majeur. Alors, il faut savoir que je travaille sur ces questions de nature en ville depuis tout le temps, enfin depuis plus de 15 ans maintenant. Au départ, les questions de biodiversité n'étaient pas du tout prises en considération, notamment dans les espaces urbains. C'était un enjeu mineur relativement à d'autres enjeux environnementaux, tels la pollution ou encore aujourd'hui le changement climatique. Donc il y a une montée en puissance de ces enjeux, hein, de la présence du vivant en ville, qui est marquée notamment par la prise en considération des trames vertes dans
dans le territoire national. Alors, cette trame verte, ce dispositif a été mis en place à partir de cette loi du 12 juillet 2010, donc, et qui définit les trames vertes en se référant à l'écologie du paysage et à la conservation, à la biologie de la conservation comme un outil pour l'aménagement urbain et rural, vous retrouverez ça dans le texte de la loi, qui est composé de grandes unités naturelles, ce qu'on a de conservation, et de corridors qui les relient les unes avec les autres. Alors, il y aura quelques schémas juste après. Ce dispositif est un dispositif en France, ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire qui part d'une loi et qui va s'appliquer au territoire de manière descendante. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, on a des fois du mal à avoir des lois au niveau fédéral. On a quand même énormément de plans au niveau local. Donc il faut toujours être, quand on regarde et qu'on examine cette montée en puissance de la végétalisation, il faut toujours regarder non seulement au niveau national, mais bien évidemment ce qui est fait par les villes et les différentes collectivités. Alors, vous voyez là un schéma un peu théorique de ce qu'est une trame verte dans l'espace rural. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des grandes tâches, il y a des corridors ou des couloirs végétaux qui les relient, et puis il y a ce qu'on appelle la matrice, qui dans l'espace rural est souvent constituée soit de champs, soit de prairies, différents aspects comme ça. Alors, il faut regarder ce schéma en se disant qu'est-ce qui change entre ce schéma-là et puis le schéma suivant que je vais vous mettre, c'est l'aspect de la matrice. C'est une matrice non construite. Et ça, c'est fondamental pour les espèces qui sont dans ce paysage. C'est très différent, vous allez le voir, dans l'espace urbain, bien évidemment, où alors on peut retrouver, ou on peut imaginer que via certains dispositifs de végétaux dans les villes, on arrive à retrouver cette composition tâche-corridor, mais la matrice est très différente. Elle est composée de bâtiments, mais pas seulement de bâtiments. Ça serait décrire cette matrice uniquement morphologiquement. Elle est constituée de bâtiments et de personnes qui habitent ces bâtiments et d'acteurs gestionnaires de ces espaces végétalisés et qui interviennent sur eux, sur ces espaces végétalisés, au nom de leur qualité de vie. Donc ça, c'est vraiment deux schémas tout à fait différents. Alors là, bon, c'est juste un schéma de la région Alsace avec le schéma, parce qu'il y a effectivement une déclinaison à la fois régionale et locale de ces trames vertes. Voilà, ça c'est le programme de recherche que je copilote maintenant depuis 4 ans. Il va y avoir un ouvrage là, qui sort aux éditions du Moniteur en avril, qui va rendre compte de l'ensemble des dimensions de ce programme, qui est très riche, puisque c'est un programme interdisciplinaire. Il faut d'abord penser ça. Moi je suis géographe à l'origine, mais dans ce programme, il y a un écologue qui pilote ça avec moi, et puis il y a 60 chercheurs derrière qui sont de disciplines diverses, notamment biologie, bien évidemment écologie, géographie, sociologie, anthropologie, et démographie et économie également. Donc on est vraiment une très très grosse équipe. Et cette équipe, elle s'est donnée comme tâche d'évaluer l'intérêt des trames vertes dans leur capacité à rendre ce qu'on appelle des services écosystémiques, qui sont encore à mieux apprécier. On s'est plutôt concentré sur, en travaillant en ville, on s'est plutôt concentré sur des services culturels, notamment la question du bien-être, des modes de vie et de leur amélioration grâce à l'implantation de ces trames vertes. On s'est aussi consacré sur les services de régulation et notamment la biodiversité, bien évidemment, avec quelques travaux des chercheurs qui ont porté sur les questions de la qualité de l'air. Donc on a
Deuxième objectif de ce travail, on a cherché à mettre en place, et il va sortir notamment publié par non seulement le Moniteur, mais après Plantes et Cités, dont vous a parlé en introduction la personne qui a fait l'introduction. Donc vous allez voir ce référentiel qui va être disponible sur le site en accès libre, ça un peu plus tard dans le cours de l'année. Ce référentiel a pour objectif de favoriser la mise en œuvre de ces trames vertes par les collectivités locales, quelle que soit l'échelle auquel elles interviennent, mais plus particulièrement pour les communautés de communes et les communes sur leur territoire. Si, dans le cas idéal, bien évidemment, qui n'arrive jamais, mais c'est souvent celui que nous discutons, dans le cas idéal, la mise en œuvre de ces trames vertes sur le territoire national devrait changer la figure de nos paysages aussi bien urbains que ruraux. En travaillant plutôt sur l'urbain, on peut imaginer que derrière, il y a l'utopie de la ville verte, et comme l'a dit quelqu'un qui a introduit tout à l'heure, on est désormais beaucoup sur ces utopies-là. Hein. Les expositions qu'on a eues au palais à la Cité de l'Architecture dernièrement l'ont montré. Alors cette recherche, on a travaillé à différentes échelles. Vous voyez là les 7 villes sur lesquelles on a travaillé. On a travaillé à des échelles très locales. Hein. On a même, il y a eu des études qui ont porté sur les pieds d'arbres. Donc inventorier les espèces et quelle est la dissémination possible de ces espèces en utilisant les pieds d'arbres selon les conditions de gestion de ces pieds d'arbres, c'est-à-dire à la fois l'utilisation bien évidemment de pesticides, mais aussi un certain nombre de conditions de gestion. Est-ce qu'on coupe, on ne coupe pas, est-ce qu'on met des grilles, est-ce qu'on ne met pas de grilles, etc. etc. Donc toutes les équipes sont interdisciplinaires. C'est-à-dire que dans chaque ville, le dispositif associe des gens de sciences sociales à des gens de l'écologie ou de la biologie. Ça c'est important parce qu'on a toujours, enfin c'est un programme de ce point de vue-là qui a été phare. Alors voilà, ça c'est l'étude de cas d'un des binômes, binôme je crois, d'un des binômes qui a travaillé sur la région parisienne. Donc là il s'agit de Marne-la-Vallée et plusieurs petites communes ont été étudiées. Alors l'intérêt de cette étude par rapport à d'autres villes que nous avons étudiées, c'est d'avoir des trames vertes déjà bien en place, de telle façon qu'on puisse comprendre leur rôle effectif et pas toujours projeté de ces trames vertes dans le paysage aujourd'hui. Et notamment, puisqu'on parlait de bien-être, donc je vais parler de ça, parce que c'est un point que je voudrais faire ressortir. Finalement, quelle est la contribution de ces différentes trames vertes au mode de vie des urbains? 3 corridors ont été étudiés. Je vais aller très vite sur leurs caractéristiques. On a ce corridor-là, qui est celui qui est le plus à gauche, qui est un héritage d'un ancien domaine seigneurial, donc qui comporte de grands arbres, qui est extrêmement soigné. Vous le voyez là à droite, c'est ça. Et les populations riveraines sont des populations plutôt aisées de manière générale, puisque nous avons également étudié des populations quelles étaient les populations qui fréquentaient ces différents espaces. La biodiversité de ce corridor est plutôt relativement importante par rapport à d'autres corridors que vous allez voir par la suite. Donc il y a 2 caractéristiques que je voudrais retenir pour la démonstration là. Il faut savoir que ce travail a été extrêmement riche, donc vous trouverez, si vous voulez plus de détails dans le bouquin du Moniteur, il y a eu aussi un numéro de la revue Développement durable des territoires qui a été consacré à cette question des trames vertes. Donc, je voudrais retenir 2 caractéristiques pour ce corridor. La première, c'est une biodiversité relativement élevée, une population relativement aisée qui habite dans sa périphérie et une faible fréquentation. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est pas le corridor le plus fréquenté qu'on trouve Un deuxième corridor, vous le voyez en bas à droite, l'image dit bien ce que c'est, c'est-à-dire que finalement c'est un lieu de passage.
où il y a essentiellement de la pelouse et des arbres qui sont plantés au long. Par contre, ce lieu de passage, ce corridor du RER, c'est un corridor qui est extrêmement utilisé, donc une grosse fréquentation, et qui est une fréquentation de passage pour le RER. Donc, c'est-à-dire que les gens l'utilisent dans leur pratique de mobilité pour se rendre effectivement au RER, de telle façon d'aller à leur travail, de se rendre à leur travail. Alors, c'est un corridor qui est d'une biodiversité peu riche, relativement pauvre, une grande fréquentation et une population relativement, c'est la moins favorisée des trois populations que nous avons étudiées dans le riverain à ce corridor. Un troisième corridor qui est le corridor des étangs. Et ce corridor des étangs, il est constitué, il est à la fois trame verte et trame bleue, pour employer cette terminologie du Grenelle. Donc il associe effectivement à la fois des espaces d'eau qui sont reliés, et puis des espaces végétalisés, enfin des espaces de bois et de sous-bois assez importants. Celui-ci est riche effectivement sur le plan biologique ou écologique. Par contre, il est également assez peu fréquenté et entouré d'une population assez moyenne entre les deux, on pourrait dire. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est qu'il me semble bon, il y a une question de proximité spatiale sur la fréquentation de ces espaces. Alors, on peut imaginer, ça c'est une conclusion un peu générale, que les trames vertes, ce dispositif-là, soit finalement plus égalitaire dans la manière dont il redistribue les espaces verts pour une population. C'est-à-dire qu'il favorise, il donne plus de conditions d'accessibilité à un ensemble, à une population plus large, aux espaces verts, que ne le feraient les habituels parcs. C'est-à-dire que ça redistribue les conditions de proximité. Une deuxième chose qu'il faut retenir sur cette... Je vais pas aller plus loin sur les études de cas. Une deuxième chose qu'il faut retenir sur celui-là, c'est que la biodiversité n'est pas connue des gens, c'est-à-dire que c'est un terme qui n'évoque rien pour la plupart des gens. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des gens l'évoquent de manière indirecte, c'est-à-dire qu'ils savent, en fait, il y a une corrélation entre la biodiversité et les qualités qu'ils mettent en avant dans ce qu'ils aiment trouver dans ces espaces. Ces qualités, comment les apprécient-ils s'ils ne parlent pas de biodiversité, ni s'ils ont véritablement une véritable conscience écologique, si j'ose dire, de ce qui se trouve dans ces espaces, en termes de biodiversité en tout cas. Ils parlent beaucoup par les sens. C'est la question des sensorialités qui est mise en avant. C'est-à-dire, ici, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'odeurs. Il y a le bruit des abeilles qui évoque une certaine campagne ou certains aspects bucoliques. Donc il faut savoir, quand on fait ces études-là, sans approfondir plutôt, on n'est pas toujours obligé d'interroger les gens sur des termes scientifiques. Les gens ont d'autres moyens d'entrer dans ces questions de la biodiversité que véritablement des connaissances scientifiques. Et l'un de ces moyens est véritablement esthétique ou esthésique selon les termes qu'on utilise, c'est-à-dire passant par les sens. Ça, c'est vraiment une des grandes enseignements, notamment de ces trames vertes-là. La fréquentation n'est pas forcément un indicateur de la valeur qu'on accorde à ces espaces, et je crois que ça, c'est assez important dans l'idée qu'on se fait du territoire et de sa qualité. Donc voilà, ça c'est sur les trois points que je voulais... Bon, et je vais conclure, donc, des conclusions un peu générales par rapport à ce programme. La biodiversité, c'est un terme très abstrait, hein. On a du mal à l'incarner dans nos pratiques quotidiennes. Par contre, parler des odeurs et des couleurs et du plaisir qu'on peut avoir à fréquenter cette biodiversité, c'est une manière assez simple d'en donner la mesure également, c'est une richesse paysagère.
Il y a de la part des élus y compris ou de la part des techniciens au niveau local une ignorance des enjeux écologiques et surtout une difficulté à relier ces enjeux écologiques sur le plan de la biodiversité à des enjeux de développement local. Comment mettons en phase des enjeux, voilà, on sait ce que c'est le développement local, à des enjeux écologiques et je crois qu'il manque de guides et de façon d'entrevoir ces liens entre enjeux écologiques et enjeux locaux. Il faut savoir aujourd'hui aussi, un des résultats sur Paris et notamment Marseille, que les zones les plus riches dans les zones urbaines, je parle, dans les régions, dans les zones urbaines des régions urbaines, les zones les plus riches en matière de biodiversité sont aussi celles qui sont le moins gérées et sont le moins gérées des zones les plus pauvres. Donc il y a une espèce, parce qu'elles sont moins prises en charge, notamment si vous prenez, on a fait cette étude sur Paris et sa première couronne, il est très visible que dans le 16e, etc., les parcs sont beaucoup plus gérés que ce qu'on peut trouver dans d'autres quartiers. Donc il y a une corrélation, si vous voulez, entre la distribution des populations selon leurs revenus et leur niveau social, et effectivement cette richesse en matière de biodiversité. Il est vrai aussi, à contrario, que c'est dans l'Est parisien et c'est de manière générale dans les quartiers les plus modestes qu'il y a une demande en matière de jardinage, en matière d'accès à des espaces où puisse effectivement se mettre en place une certaine richesse en matière de biodiversité horticole ou spontanée. Voilà, merci. Est-ce que vous avez travaillé sur, comme le fait l'association climatologique de Moyenne-Garonne, donc dans la vallée de la Garonne entre autres, sur l'augmentation de l'humidité et donc la diminution des températures au sein des villes? Je travaille donc sur les trames vertes. On a un autre contrat qui s'appelle Trames vertes et changements climatiques. On fait partie du groupement d'intérêt scientifique climat, par ailleurs, mon laboratoire de recherche et moi-même. Donc on travaille sur cet autre contrat, effectivement, sur le lien entre ces questions d'îlots de chaleur et de présence du végétal dans les villes. Mais pas sur celui-là. Voilà. Mais ça, vous pouvez en trouver des détails de cet autre contrat sur le site du groupement d'intérêt scientifique climat, GIS Climat, dont font partie des laboratoires qui collaborent au GIEC d'ailleurs. Dans votre étude, est-ce qu'il y a des inconvénients qui ont été mis en évidence par la mise en place des trames vertes dans les villes? Effectivement, on est en train de réfléchir aux possibilités, parce que les trames vertes, c'est en train de se mettre en place. Donc en fait, en termes de résultats scientifiques, on va aussi vite ou presque moins vite finalement que la musique politico-aménageante, si j'ose dire. C'est-à-dire que finalement la loi s'est mise en place alors qu'on manquait encore de données sur beaucoup de choses et on en manque encore et ça va être l'objet d'études pendant des années à venir pour évaluer l'impact de la mise en œuvre de ces aménagements. Alors sur les aspects négatifs, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la question des espèces invasives qui a de nombreuses fois été discutée. Et puis, il y a la question, effectivement, des aspects sanitaires de l'introduction de certaines espèces ou dans les espaces, notamment urbains, c'est-à-dire à proximité d'habitations. Bon, c'est connu, hein, je pense à l'écureuil de Corée, à la maladie de Lyme, à d'autres espèces comme ça qui sont porteurs pour des espèces animales. J'imagine que c'est le cas aussi pour des espèces végétales, avec tout le problème de l'éducation, c'est-à-dire tant qu'il n'y avait pas ces espèces qu'on ne pouvait pas cueillir, on peut imaginer dans l'espace urbain, là il va falloir aussi dire telles espèces, pas telles espèces. Mais en vérité, ces problèmes-là font partie de l'éducation environnementale, si j'ose dire, celle qui était la nôtre avant de devenir dans des espaces urbains sans végétaux et sans animaux. Par rapport aux initiatives des citoyens, enfin des gens, vous savez, vous parlez de politique, ce qui vient du haut, enfin, comment dire, par rapport à la loi, au Grenelle, mais par rapport aux initiatives individuelles, quelle est son importance et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'améliorer? De plus en plus, il y a effectivement un duo. Mais ça dépend des régions, je vous dirais, et des aires urbaines. C'est-à-dire, à Strasbourg, on peut considérer par exemple qu'il y a un vrai duo, qu'il y a quelque chose comme un pas de deux qui est en train de se jouer. À Paris, c'est plus, voilà, ça fonctionne moins bien. À Marseille,
À chaque fois, il faut se reporter au contexte spécifique des villes. Hein. Il n'y a pas de... Et la place que laisse le politique au duo en question. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait des modes de contractualisation entre la collectivité et effectivement des initiatives citoyennes qui passent par des associations, par des façons de les aider, de leur donner des terrains, de leur permettre d'eux, etc. Donc ça dépend beaucoup des politiques conduites à l'échelon municipal, mais je crois que cette idée d'un duo est en train de plus en plus de se répandre dans les politiques locales.